Bonjour et bienvenue dans ce webinaire intitulé « C'est décidé, j'achète ». L'habitat, c'est le poste de dépense numéro 1 des ménages français. Alors, si vous aussi, vous en avez assez de payer pour un bien qui ne vous appartient pas vraiment, ou si vous souhaitez acheter votre résidence principale pour vous constituer un patrimoine pour vous et votre famille, vous êtes au bon endroit. Je suis Marjorie Frilou, en charge de l'animation des crédits au CIC Nord-Ouest, et je suis bien entourée aujourd'hui puisque j'ai à mes côtés Amélie Aubin, en charge de la conquête et du marché des jeunes au CIC Nord-Ouest également. Bonjour Amélie. Et notre invité, Philippe Auger, manager partenariat et client chez Crédit Logement. Bonjour Philippe. Bonjour Marjorie. Alors, avec Amélie et Philippe, aujourd'hui, on va vous accompagner, on va vous aider à faire le grand saut, accéder à la propriété, acheter son premier bien immobilier. C'est souvent un choix plus émotionnel que stratégique. Néanmoins, il est primordial d'être bien préparé puisque comme 8 acheteurs sur 10, vous allez avoir besoin d'un prêt immobilier. Alors, aujourd'hui, on va vous donner de la visibilité sur le marché de l'immobilier. On va vous rassurer sur les contraintes réglementaires, les conditions d'accès au crédit. On va voir ensemble les points de vigilance lors de la constitution de son dossier de demande de financement. Et enfin, la CIC Touch. Quels sont nos atouts au CIC et pourquoi on fait la différence lorsque vous hésitez dans le choix de votre partenaire bancaire. Alors, avant de laisser la parole à Philippe, je vais vous préciser que vous pouvez poser toutes vos questions en cliquant sur l'onglet QR en bas de votre écran. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Philippe, on vous écoute. Donc, bonjour à tous. Alors, vous connaissez tous le CIC, mais est-ce que vous connaissez Crédit Logement? Donc, Crédit Logement est une société de financement spécialiste de la garantie de prêt immobilier aux particuliers. La garantie proposée est une alternative aux garanties réelles comme l'hypothèque et elle repose sur le principe de mutualisation du risque. Aujourd'hui, Crédit Logement, c'est plus de 40 ans d'existence, un prêt sur 3 et aujourd'hui, plus de 100 milliards d'euros de production cautionnée. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est vous proposer une vision du marché immobilier. Donc, si on effectue une rétrospective sur 2020, l'année a été marquée donc, évidemment par la crise sanitaire, par 2 périodes de confinement. En effet, au début d'année, on avait une début d'année qui était très dynamique, avec ensuite un premier confinement avec un arrêt total de l'activité, suivi d'un redémarrage, avec même un effet de rattrapage au printemps, et ensuite la dynamique s'est poursuivie tout au long de l'année, avec cependant un petit ralentissement en fin d'année. Donc, ce qu'on va retenir aussi de l'année 2020, c'est une résilience du marché immobilier. En effet, le marché immobilier reste une valeur refuge. Le modèle français reste prudent avec des mesures de soutien prises en faveur des ménages. Les ménages ont d'ailleurs conservé une capacité d'achat. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu le marché immobilier sur l'ancien. Donc, vous pouvez voir sur le graphique présenté l'évolution des volumes de vente des logements anciens pour la période 2000-2020, donc sur 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le graphique? On peut voir déjà dans un premier temps que de 2000 à 2015, donc sur 15 ans, finalement, une année avec 800 000 transactions dans l'ancien était plutôt une bonne année. Et depuis quelques années, on arrive à des années exceptionnelles et on approche à chaque fois les près d'1 million de transactions. Alors aujourd'hui, il y a un atterrissage en 2020 de 980 000 ventes, soit moins 9% sur un an par rapport à 2019. Mais finalement, au vu du recul sur 20 ans, ça reste une excellente année. Maintenant qu'on s'est intéressé sur le volume, on va regarder un petit peu les prix. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir finalement qu'il y a une forte pression sur l'année, avec plus 6,5% sur un an, avec cependant à la fin de l'année une légère stagnation des prix. Sur le montant moyen d'un bien, aujourd'hui sur 2020, on était à un montant moyen de 205 000 euros. Et donc le sujet du webinaire, c'est aujourd'hui c'est décidé, j'achète. Donc qu'est-ce qu'on peut acheter à un ménage français avec un bien moyen avec 265 000 euros? Donc je vous propose cette carte, et on peut se rendre compte évidemment qu'il y a de grandes diversités selon les localisations. Avec, par exemple, avec ce budget moyen, on pourrait acheter 25 mètres carrés à Paris, ou 119 mètres carrés au Havre, ou encore 74 mètres carrés à Lille. Maintenant qu'on a vu le marché de l'ancien, je vous propose de regarder, d'avoir un petit focus sur le neuf. Donc sur le neuf, on a la même dynamique, c'est-à-dire une baisse en termes de transactions, par contre des prix qui augmentent. On a donc eu moins 7% sur les mises en chantier, avec 376 000 en chantier en 2020, et en termes de prix des biens, plus 3,6% pour les appartements et plus 5% pour les maisons. Vous pouvez voir d'ailleurs le graphique avec l'évolution sur les dernières années, avec les permis de construire et les mises en chantier. Ce qu'on va retenir aussi en 2020, c'est que finalement, il y aura un impact de la crise sanitaire lié aussi au délai de construction sur le stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les promoteurs, ils ont continué à pouvoir écouler une partie des biens, mais ils ont baissé leur stock.
Et je pense qu'il faudra attendre la fin de l'année pour voir qu'ils puissent enfin reconstituer leur stock. Voilà. Maintenant qu'on a vu le marché d'un point de vue l'ancien, du neuf, on va regarder un petit peu au niveau des taux. Donc, les conditions de crédit restent toujours exceptionnelles. C'est-à-dire que les taux de crédit habitat sont au plus bas. Le taux moyen demeure bas sur le dernier mois. Les taux d'intérêt ont été divisés par 4 depuis le début des années 2000. Et ensuite, on n'a pas prévu aujourd'hui de remonter à court terme. Si vous regardez le graphique, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir que finalement, on était à des taux historiquement bas au début de l'année 2020, ça a remonté pendant le pic de la crise sanitaire en juin, avec un peu plus de 10 centimes en termes de taux, et finalement, on a quasiment retrouvé les niveaux les plus bas historiques. Mais je pense qu'il faut relativiser, c'est-à-dire que finalement, 10 centimes, qu'est-ce que ça représente 10 centimes? Si je prends un exemple, si je prends un prêt de 100 000 euros sur 25 ans, c'est uniquement un surcoût de 5 euros pour une augmentation de 10 centimes. Donc, je pense qu'il faut fortement relativiser. Maintenant, comme j'ai eu le plaisir d'être invité par le CIC Nord-Ouest, on a décidé de vous présenter un focus sur la région Nord-Ouest. Alors, ce sont la production cautionnée par Crédit Logement sur une année glissante entre mars 2020 et février 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que finalement, sur le marché des opérations qui ont été présentées, c'est plus de 70% de résidence principale, un montant moyen d'un peu plus de 180 000 euros, une durée moyenne d'à peu près 19 ans et un apport moyen. Alors, l'apport moyen, je sais que ça sera présenté tout à l'heure par Marjorie et Amélie, d'à peu près 9%. Alors, quand on parle d'apport moyen, c'est hors frais. Et donc, ça représente 72% de maisons et 26% d'appartements. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Finalement, le marché, il est résilient. Les fondamentaux sont encore présents. On a même une très bonne dynamique sur le début 2021, parce que si je reprends les chiffres sur le premier trimestre, on a une dynamique très positive et même bien meilleure que celle de 2020. Donc, aujourd'hui, Crédit Logement est prêt et accompagne tous les jours des nouveaux primo-accédants pour les accompagner dans leurs projets. Marjorie. Oui, merci Philippe. Alors, effectivement, c'est un bilan qui est plutôt positif. On voit que même en temps de crise sanitaire, le marché, il est résilient, il reste ouvert. On va maintenant s'intéresser au contexte réglementaire autour du crédit immobilier. Donc, vous en avez peut-être entendu parler depuis plus d'un an maintenant. Les banques sont soumises à de nouvelles règles, les recommandations du HCSF. Alors, le HCSF, c'est le Haut Conseil de stabilité financière. C'est un organisme, une autorité de contrôle présidée par le ministre de l'économie et des finances. Sa mission, surveiller le système financier pour en prévenir les dysfonctionnements. Et fin 2019, en pleine année record pour les transactions, plus d'1 million de ventes dans l'ancien, ce Haut Conseil a décidé d'instaurer des restrictions pour limiter l'endettement et l'envolée des prix de l'immobilier. Alors ces restrictions, elles vont porter à la fois sur le taux d'endettement des emprunteurs. Donc, le taux d'endettement, c'est ce fameux ratio charge sur revenu qu'il a limité à 33%. Et la durée maximale de remboursement de crédit qu'il a limité à 25 ans. Suite à ça, c'est près de 100 000 ménages qui ont dû renoncer à leur projet immobilier, tout simplement parce que leur dossier ne rentrait plus dans les cases suite à ce resserrement des conditions de crédit. La bonne nouvelle, c'est que fin 2020, les règles ont été assouplies pour le retour, la relance du marché de l'immobilier et surtout pour favoriser le retour des primo-accédants. Donc, on va voir ces nouvelles règles ici. Vous voyez un taux d'effort qui est passé à 35% au lieu des 33%, et puis une durée de crédit qui va maintenant s'échelonner sur 27 ans, soit 2 ans de plus qu'auparavant, mais uniquement en cas de différé lié à des délais de construction. Donc, vous êtes concerné si vous faites un achat en VFA sur plan, si vous passez par un contrat de construction de maison individuelle ou si vous faites de gros travaux qui ne vous permettent pas d'habiter dans votre logement immédiatement. Donc, les banques ont une marge de manœuvre, une souplesse qu'elles vont devoir accorder en priorité aux acquéreurs de résidence principale et aux primo-accédants. En clair, ça veut dire que si votre dossier présente un taux d'endettement supérieur à 35%, bien sûr que tout n'est pas perdu, puisque les banques vont pouvoir décider de vous intégrer dans leur part dérogatoire, part à laquelle elles ont droit, et qu'elles vont devoir dédier aux acquéreurs de résidence principale à hauteur de 80%. Donc, en clair, ces mesures, elles ouvrent clairement de nouveau la porte à l'accession à la propriété. Les primo-accédants, c'était les laissés pour compte des précédentes restrictions. En 2020, le taux de refus de prêt
a été quand même plus important que d'habitude, la faute à un endettement trop élevé et la nécessité de devoir faire un apport plus important sur fond de crise sanitaire et économique. Alors l'apport, bien sûr que c'est important, c'est un élément déterminant dans la constitution de votre dossier de demande de financement. Mais juste avant, Amélie, on va voir comment on établit le plan de financement. Oui, effectivement, Marjorie, constituer son dossier de financement peut paraître complexe, voire fastidieux, surtout lorsqu'il s'agit d'un premier achat et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, je vous propose, on va simplifier tout ça. Donc, le plan de financement, à quoi ça sert? En fait, ça permet de déterminer le montant du crédit immobilier, le montant du prêt principal. Alors, comment ça marche? On va donc partir du prix d'acquisition, donc c'est soit le prix net vendeur si vous achetez un bien ancien, ou alors le prix d'un terrain et d'une construction si vous partez sur une construction ou sur voilà, un bien neuf, auquel on va rajouter un certain nombre de frais et éventuellement une enveloppe travaux. Hein, si vous partez dans l'ancien, il y a peut-être des travaux à prévoir, donc du coup, il faut l'inclure. Et donc des frais. Dans les frais, on retrouve les frais de notaire qui s'évaluent à environ 7% du prix d'acquisition du bien si vous êtes dans l'ancien ou 3% si vous partez sur du neuf. Des frais d'agence si vous passez par une agence pour trouver votre bien. Des frais de garantie qui vont permettre de couvrir en fait le prêt en cas de défaillance et des frais de dossier pour l'instruction de votre dossier par la banque. À ces frais, on va déduire l'apport que vous allez amener et également éventuellement des prêts aidés auxquels vous avez peut-être droit. Alors, si on prend un exemple, on voit que sur la gauche, on a donc les dépenses qui sont reprises avec donc le prix d'acquisition, donc dans cet exemple 200 000 €, auquel on va donc ajouter les frais. Donc dans les frais annexes, on retrouve les frais de notaire et les frais d'agence pour un montant de 21 718 €. Des frais de garantie pour un montant de 2 061 € et des frais de dossier de 1 100 €. Comment on va financer l'ensemble de ces dépenses? Eh bien, par un apport personnel de 16 000 € et par un prêt principal, le prêt CIC IMO modulable de 208 879 €. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un équilibre entre les dépenses et les financements et que toutes les dépenses aient bien été identifiées pour qu'il n'y ait pas de problème de trésorerie au moment du déblocage des fonds lors de l'envoi des fonds chez le notaire. Alors, on voit dans cet exemple que les clients n'ont pas bénéficié d'un prêt aidé. Alors, comment savoir si vous êtes éligible? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de prêts aidés. Nous avons le prêt conventionné, le prêt accession sociale, mais le plus connu, c'est le prêt à taux zéro. Et il vous concerne parce qu'en tant que primo-accédant, le fait de n'avoir jamais été propriétaire de sa résidence principale ou de ne pas avoir été propriétaire au cours des 2 dernières années suivant votre nouvelle acquisition, précédant votre nouvelle acquisition, vous avez le droit au prêt à taux zéro, certes avec certaines conditions d'éligibilité, que ce soit en termes de ressources, de composition familiale, de lieu de résidence. Mais il faut savoir qu'en fonction des éléments que vous allez fournir à votre conseiller, il sera en mesure de vous dire si vous êtes éligible ou pas à l'un de ces prêts. On retrouve également le prêt Action Logement, plus connu sous le nom de prêt 1% employeur. Si votre entreprise, si vous travaillez dans le secteur privé et que votre entreprise cotise au comité interprofessionnel du logement, du coup, il faut vous rapprocher de votre employeur pour savoir si vous êtes éligible à ce prêt 1% patronal. Donc, on a vu tout à l'heure que l'apport était un élément constitutif du plan de financement, mais est-il vraiment indispensable? Alors oui, effectivement, tout à l'heure, avec l'assouplissement du HCSF, on pourrait penser qu'il y a une pression un peu moins forte sur l'apport personnel. Mais attention, cela ne gomme pas toute l'importance de l'apport et son montant reste bien sûr déterminant. L'apport doit être cohérent par rapport au budget global du projet et c'est cette cohérence qui va permettre aux banques de se laisser convaincre d'accepter un dossier qui va présenter un taux d'endettement dérogatoire, donc supérieur aux 35% imposés par le HCSF. Ça va aussi permettre à l'emprunteur de bénéficier de conditions plus attractives. En règle générale, on demande à un emprunteur d'autofinancer l'intégralité des frais, les frais qu'Amélie a présentés tout à l'heure. Mais dans la vraie vie, on a quand même de la souplesse. Et c'est vrai que pour nos primo-accédants, pour nos acquéreurs de résidence principale, on va fixer l'apport entre 10 et 20% du prix d'acquisition hors frais. Là encore, on a de la flexibilité. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exemple qu'Amélie vous a présenté.
on a un prix d'acquisition à 200 000 € et un apport de 16 000 €. Donc, c'est en deçà des 10% requis. Alors, pourquoi ce dossier a-t-il été financé? Tout simplement parce que les emprunteurs, sans avoir non plus des revenus exceptionnellement élevés, présentent d'autres atouts. Une bonne capacité d'épargne et également une gestion prudente de leurs finances. En fait, c'est cette bonne évaluation globale du projet qui va permettre de pouvoir emprunter sans l'apport maximum, même pour un premier achat. Alors, l'apport, de quoi on peut le constituer? Évidemment, la vente d'un bien, si on a un patrimoine immobilier à travers un prêt relais, c'est pas forcément le cas lors d'une primo-acquisition, bien qu'on puisse avoir un bien par succession, avoir hérité. Ça va être plutôt des liquidités. Épargne bancaire, épargne salariale, bien sûr, à ne pas oublier, c'est un cas de déblocage anticipé pour l'acquisition de sa résidence principale, assurance vie, donation d'un ascendant, et également l'apport d'un terrain si vous faites financer une construction. Donc, en conclusion, l'apport est-il indispensable? J'ai envie de vous dire que oui, l'apport est indispensable. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de ne pas surfinancer. Ça va permettre également d'évaluer la bonne préparation de votre projet. C'est un gage de sécurité pour la banque, mais c'est aussi un gage de sécurité pour l'emprunteur puisque ça va permettre de limiter son endettement. Il pourra ainsi répondre favorablement à des projets ultérieurs. L'apport, c'est aussi un critère important lors du recueillement de l'accord d'une garantie de l'organisme de cautionnement. Au CIC, on travaille avec Crédit Logement. Et pour Crédit Logement, l'apport aussi, c'est important, Philippe. Tout à fait. Alors maintenant, je vais parler des garanties. Quelles garanties? Aujourd'hui, les garanties portant sur le bien sont donc l'hypothèque et le privilégié prêteur de deniers. Donc l'hypothèque est une garantie sur tout type de bien immobilier, alors que le PPD garantit uniquement des biens existants. Donc pour ces garanties réelles, vous avez des frais lors de l'acquisition et aussi en cas de vente, des frais de main levée. Ensuite, vous avez un autre type de garantie qui sont les sociétés d'assurance qui vont se porter caution en échange du versement d'une prime qui par contre est à fonds perdu. Et ensuite, évidemment, vous avez Crédit Logement où le coût va se décomposer en deux parties, une première partie en commission de caution et la deuxième partie avec un versement en mutuelle de garantie qui, lui, peut être restituable. Alors, quels sont les avantages et les coûts de Crédit Logement par rapport aussi aux autres garanties? Donc aujourd'hui, je vous ai parlé au début du principe de mutualisation des risques. Ensuite, vous avez, avec Crédit Logement, des formalités qui sont allégées et des délais raccourcis. On en parlera par la suite. Ensuite, vous avez une absence de frais de main levée, à la différence des garanties réelles, et, à la différence des sociétés d'assurance, une restitution d'une part importante du versement initial au fonds de garantie. Et donc, une priorité au dialogue. Tout à l'heure, on vous a présenté le marché immobilier en vous montrant que le prix moyen était de 65 000 € en 2020 et que pour la région nord-ouest, on était à 220 000. On va prendre un exemple sur 250 000 €. Sur 250 000 €, qu'est-ce qu'on peut voir? Le coût Crédit Logement, le coût initial est de 3 000 €. Le PPD et l'hypothèque, donc 1 400 pour le PPD et 3 000 € pour l'hypothèque. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des frais de main levée qui sont de 1 017 € qu'il faut donc rajouter pour les PPD et les hypothèques. Ensuite, en termes de restitution, le taux qui vous est communiqué en termes de restitution, c'est le dernier taux de restitution qui a été validé au 1er avril 2021, il est de 1 665 €. Donc ce qu'on va retenir finalement, c'est le coût final. C'est 1 410 € pour Crédit Logement, 2 459 € pour le PPD et 4 247 € pour l'hypothèque. Donc pour résumer, aujourd'hui, la garantie Crédit Logement, c'est plus simple, moins cher, et d'ailleurs Crédit Logement est là pour vous accompagner dans votre projet immobilier, et d'ailleurs je crois que nous ne sommes pas les seuls, Marjorie. Oui, bien sûr, et il est temps maintenant de vous présenter la CIC Touch. Alors, pourquoi choisir le CIC? On a forcément beaucoup d'atouts, mais je vais commencer par vous en présenter un déjà. Au CIC, on est rapide. Alors, il y a différentes étapes que vous devez connaître entre la signature du compromis, du contrat de réservation, et celle chez le notaire qui va concrétiser votre statut de propriétaire. La durée moyenne de traitement entre le dépôt de votre dossier en agence, votre dossier complet en agence, et l'envoi de vos offres de prêt varie entre 15 à 40 jours. Alors pourquoi au CIC on est plus rapide que les autres? Tout simplement parce que 95% des dossiers de financement de résidence principale sont validés en agence. Au CIC, on a une gestion décentralisée de nos crédits habitat. Ça veut dire que le chargé de clientèle qui va prendre en charge votre dossier sera votre seul interlocuteur tout au long du process,
jusqu'à la signature chez le notaire, jusqu'au déblocage des fonds. On n'a pas de plateforme de gestion de crédit délocalisée dans une autre région et donc peu de risques qu'on vous réponde qu'on attend l'accord du siège puisque dans la majeure partie des cas, tout est validé en agence, dans nos agences de proximité. Également bien faire la différence entre la proposition et l'instruction. La proposition, c'est l'étude de financement, vous la validez une fois que vous êtes d'accord sur les conditions, taux, durée, sur le plan de financement. L'instruction, c'est la plus grosse étape, c'est celle où vous allez accomplir vos formalités médicales pour l'assurance emprunteur. Amélie va vous en reparler juste après. C'est également là qu'on va demander l'accord de la garantie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on travaille avec Crédit Logement. Et il me semble que chez Crédit Logement, c'est du rapide aussi, Philippe. Tout à fait. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des accords automatiques pour plus d'un dossier sur deux. Et les délais moyens, on est à plus de 90% des dossiers qui sont accordés en moins de 48 heures. Oui, donc vous voyez, c'est très rapide. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a recueilli l'accord de la garantie, que les formalités médicales sont accomplies, on est en mesure de faire valider votre dossier, donc par le valideur risque. C'est souvent le directeur de l'agence, voire même le conseiller lui-même. À partir de cette étape, on va pouvoir éditer vos offres de prêt. Ça se fait également en agence. On vous les envoie par courrier. Et là, vous disposez de votre délai de 10 jours, incompressible, délai de réflexion. À partir, une fois que celui-ci est dépassé, vous pouvez nous renvoyer vos offres de prêt signées, acceptées. Et là, on sera en mesure de débloquer votre crédit sur appel de fonds du notaire. Donc, vous le voyez, un circuit court, organisé, un gage de réactivité. Et puis, vous pouvez également suivre l'avancement de votre dossier. Toutes les étapes sont disponibles sur votre application CIC ou votre espace client cic.fr. C'est exactement le même schéma pour les formalités médicales, Amélie, puisqu'il me semble qu'au CIC, on assure. Exactement, on est rapide, mais on assure et on vous assure. L'objectif, c'est vraiment de vous couvrir contre les aléas de la vie, donc un arrêt de travail, par exemple, avec des garanties très couvrantes. Donc, par exemple, aucune exclusion professionnelle ou sur votre pratique sportive, ou encore une garantie des maladies d'eau et psy sans condition d'hospitalisation. Donc, de réels atouts. En plus, un avantage exclusif qui s'appelle donc le maintien de l'acceptation médicale, la MAM. Alors, c'est quoi la MAM? C'est-à-dire que si au cours de votre vie, votre famille s'agrandit et que vous êtes amené à changer de résidence principale, eh bien, sachez qu'aucune formalité médicale supplémentaire ne vous sera demandée, même si votre état de santé se dégrade. Donc, c'est vraiment un gage, un passeport de réassurance pour l'avenir et du coup, voilà, un véritable avantage au CIC. Donc, certes, certains critères sont nécessaires, donc en termes de montant d'emprunt ou d'âge, mais voilà, retenez bien la MAM, un passeport de réassurance pour l'avenir, c'est notre avantage exclusif. Nous avons aussi un atout supplémentaire dans le cadre du process des assurances emprunteurs. Donc, nous avons l'e-acceptation médicale, donc la possibilité de réaliser les formalités médicales à distance. Donc, c'est facile, rapide, sécurisé. Vous avez également un suivi possible sur votre application CIC ou sur le site cic.fr. Et si toutefois des formalités complémentaires sont nécessaires, sachez que le CIC a signé un partenariat avec les centres ARM qui vous permettent donc sur une journée, un seul rendez-vous, de réaliser les formalités médicales qui vous sont demandées sans en avoir à avancer les frais. Donc bref, un véritable atout. Donc on assure, bien entendu, mais aussi on anticipe. Oui, on anticipe effectivement, on anticipe avec l'enveloppe confiance. Alors l'enveloppe confiance, qu'est-ce que c'est? Lors de l'instruction du crédit immobilier, on va vous proposer une enveloppe de crédit conso, crédit à la consommation, avec un montant précalculé par rapport à votre situation financière. Alors, travaux imprévus, frais d'emménagement, déco et même auto, c'est vous qui décidez ce que vous en faites, c'est vous qui décidez si vous l'utilisez et quand vous allez l'utiliser. Rien n'est obligatoire. Cependant, au CIC, si on vous fait confiance pour votre crédit immobilier, on trouve ça normal de vous accorder un crédit à la consommation en même temps pour vos projets futurs. Un gain de temps très important pour vous également, puisque le jour où vous allez avoir un besoin, une envie, vous aurez votre enveloppe disponible, préaccordée, et il sera inutile de nous donner tous les justificatifs nécessaires pour le montage d'un dossier de crédit. Donc, la proactivité, c'est aussi ça, la CIC Touch. Et autre avantage, Amélie, le pack IMO.
Oui, le pack IMO, en effet. Vous savez que quand vous achetez donc un bien immobilier, vous avez une obligation d'assurance. Eh bien, au CIC, on prévoit tout. Dès l'instruction de votre dossier, on vous propose en fait un devis d'assurance. Et donc, nous travaillons avec les assurances du Crédit Mutuel, qui sont notre filiale et qui d'ailleurs vont fêter cette année leurs 50 ans d'expertise. Donc, avec des garanties très haut de gamme comme la tout risque immobilier ou le rééquipement à neuf illimité. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pour nous important de bien assurer votre logement, que l'on finance forcément. Donc, ça fait partie de notre pack IMO. Dans nos solutions globales, nous vous proposons également donc la mise en place d'un système d'alarme connecté, évolutif et simple d'utilisation pour protéger donc votre bien, mais également vos proches, avec donc la télésurveillance 24 heures sur 24 par le biais donc de notre filiale EPS et donc notre service Omiris. Et vraiment, très simple d'utilisation. Et on aura le plaisir de vous offrir 6 mois de gratuité sur le contrat lors du déblocage des fonds et de la signature chez le notaire. Donc, comme vous le voyez, en effet, le pack immobilier, une solution globale qui vous est proposée pour vous accompagner dans votre projet. Et on va plus loin, on s'occupe de tout, notamment du changement de banque. Donc, l'ensemble des formalités sont prises en charge par notre service Transfert Facile, qui est un service de mobilité bancaire gratuit et automatisé, que vous pouvez d'ailleurs initier directement sur votre application CIC. Et nous aurons le plaisir donc de vous offrir 150 € de bienvenue sur nos services de banque au quotidien pour notre nouvelle collaboration. Alors, vous l'avez vu, la CIC Touch, c'est le fait de pouvoir vous accompagner, de vous faciliter en fait le projet. Et donc, Marjorie, je pense que voilà, on a de réels atouts. Exactement. Alors, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que malgré un an de pandémie, une succession de confinements, on est dans un contexte sanitaire dégradé. Mais Philippe nous l'a dit, le marché de l'immobilier, il est solide. Donc, les fondamentaux sont stables, les perspectives sont bonnes. Alors, vous pouvez continuer à vous projeter dans vos projets immobiliers. Il faut garder confiance dans le marché de l'immobilier. Et puis, on espère que vous allez pouvoir faire de votre statut de primo-accédant une force, un atout, qui va pouvoir rendre votre dossier désirable aux yeux des banques sous réserve qu'il soit cohérent et bien ficelé. Bien sûr, venez à notre rencontre et n'hésitez pas à pousser la porte de votre agence CIC de proximité pour venir concrétiser votre projet avec nous. Alors, on va pouvoir passer maintenant à la session de questions-réponses. Germain, si tu nous entends. Oui, bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Très bien. Oui, magnifique. Alors, premièrement, merci pour vos présentations respectives. Alors, beaucoup de questions ont été posées pendant ce webinaire, donc, et c'est tant mieux, c'est que ça suscite l'intérêt. Alors, plus d'une dizaine de questions ont été posées. Alors, je suis pas sûr qu'on pourra répondre à toutes les questions, mais soyez rassurés, si votre question n'est pas éclairée, vous serez recontacté en direct et une réponse vous sera apportée. Alors, première question. Donc, bonjour. Pour un projet locatif, le CIC nous demande de ne pas financer notre projet sur une durée supérieure à 15 ans. Qu'en pense le Crédit Logement? Pourquoi financer sur 15 ans et nous priver d'investir alors que cela semble envisageable sur 20 ou 25 ans? Philippe Auger, alors je vais répondre sur la partie Crédit Logement en sachant que la partie CIC, aujourd'hui, Crédit Logement, c'est le garant. Donc, c'est pas nous qui décidons la politique de risque du partenaire, et donc c'est au partenaire de choisir la durée qu'il souhaite pour un projet immobilier. Alors, sans connaître le projet de la personne, on peut aller jusqu'à 20 ou 25 ans sur un locatif. Cependant, c'est le garantie Crédit Logement. Après, c'est un projet, c'est selon le projet, selon la situation. On peut pas répondre comme ça sur la question exactement. Après, je laisse répondre peut-être de façon globale sur la partie CIC. Alors, il est vrai que sur la partie locative, nos règles d'octroi de crédit vont limiter la durée d'emprunt à 15 ans. Après, c'est vraiment du cas par cas. Bien sûr qu'on a de la flexibilité. Pour votre dossier en particulier, je vous invite du coup à vous rapprocher d'une agence, d'un conseiller CIC pour qu'on puisse l'étudier ensemble. Mais il est vrai, si on vous a répondu que c'était limité à 15 ans, oui, de base, le locatif, on le limite à 15 ans, mais après, il y a des dérogations, bien évidemment. Ok.
Merci. Alors, deuxième question. J'ai un bien immobilier en vente qui peut servir d'apport. Comment calculez-vous le montant du prêt relais? Donc, je vais répondre. Alors, bon, déjà, le prêt relais. Le prêt relais, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt immobilier court terme qui va permettre à un emprunteur d'acquérir un bien avant d'en avoir vendu un autre. Bon, généralement, c'est un prêt court, 12 mois, renouvelable une fois. Sauf si vous faites une acquisition en VFA, on peut directement le paramétrer entre 12 et 24 mois. Alors, comment on calcule le montant d'un prêt relais? Déjà, on va devoir calculer la valeur du bien en vente. Et pour ça, on va s'appuyer sur 2-3 sources externes, notaires, agences immobilières, etc., pour avoir la valeur du bien. Et puis après, deux cas de figure, soit vous avez signé un mandat de vente avec une ou plusieurs agences immobilières, soit vous avez signé un compromis avec clause suspensive non levée, c'est-à-dire que votre acheteur, il attend son accord de prêt. Dans ce cadre-là, on va prendre 70% de la valeur du bien et on va déduire l'encours restant dû. En revanche, si vous avez signé un compromis sans conditions suspensives, bon, c'est plus rare, ou si les conditions suspensives sont levées, c'est-à-dire que votre acheteur, il a son accord de prêt, là, on peut prendre 100% de la valeur du bien, mais on déduit toujours, bien sûr, l'encours restant dû s'il y a un encours, bien évidemment. Voilà comment on calcule le montant du prêt relais. Ok, merci Marjorie. Donc, autre question. Bonjour, le marché de l'immobilier étant assez haut en ce moment, donc déséquilibre offre versus demande, et pas forcément représentatif de la valeur réelle du bien, n'est-il pas plus judicieux d'attendre que la situation sanitaire s'améliore avant d'acheter afin de limiter les pertes en cas de vente inférieure à 10 ans? Alors, je vais essayer de répondre. Si je pouvais savoir exactement où on serait le marché en 2021 ou 2022, je serais très heureux. Malheureusement, on a pu se rendre compte avec la crise sanitaire que finalement, le marché est très résilient et que finalement, ce que certaines personnes auraient pu penser qu'il y avait un écroulement économique et même du marché immobilier, ça n'a pas été le cas, ça a été une balle de refuge. Je pense que là, on est sur un webinaire sur la résidence principale. Je pose la question de façon inversée. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt réfléchir sur une longue durée? Souvent, quand on fait un emprunt sur une résidence principale, c'est sur 15, 20, 25 ans. Et je pense qu'il ne faut pas forcément avoir cette réflexion automatiquement de revente. Alors, je ne pourrais pas répondre exactement, savoir si le marché immobilier sera baissier dans un an ou haussier. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que finalement, on est resté sur des hausses. Et quand on a parlé à la fin de l'année 2020 sur une stagnation des prix, on est toujours une stagnation, mais légèrement haussière. Voilà. Et les perspectives, pour l'instant, en tout cas, sont positives, parce qu'on a de fortes demandes sur 2021. On a plutôt le sentiment qu'on aura une année 2021 très dynamique en termes de transactions. Ok, merci Philippe. Nouvelle question. Nous aurons encore notre loyer à payer pendant les travaux de rénovation. Comment allons-nous faire? Alors du coup, en effet, si vous êtes dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place une franchise sur le prêt. Alors, deux cas de figure, une franchise partielle, où là, en effet, vous n'allez payer que les intérêts et la cotisation d'assurance pendant toute la durée de la franchise, ou une franchise totale de 12 mois maxi, mais là, c'est vraiment plus dans le cas d'une construction, par exemple. Et là, en effet, vous ne payez ni le capital, ni les intérêts, ni les assurances. Si on peut les assurer. Oui, pardon, la cotisation d'assurance, pardon. Et donc, du coup, en fait, comme en fait ces franchises sont mises en place, le capital est reporté en fait sur le capital restant dû au moment du prélèvement de la première échéance pour la franchise partielle. Alors, pour merci Amélie. La franchise totale, ça représente quand même un surcoût. C'est sûr. Donc, privilégier la franchise partielle quand même. D'accord. Bonjour. À quoi correspond un taux d'effort? Pouvez-vous nous donner un exemple? Merci pour votre réponse. Alors, du coup, on va prendre effectivement, c'est un ratio. On va prendre les charges d'un ménage. Alors, par exemple, s'il y a des prêts en cours, ça va rentrer dans les charges. On va prendre, généralement, oui, ce sont les charges. Éventuellement, après, on va pas prendre tout ce qui est impôts, etc. Ça, on va s'en servir pour calculer le reste à vivre. Et puis, on va prendre vos revenus. Donc, si vous êtes salarié, on prend votre salaire et puis tout type de revenus qui peuvent intégrer
intégrer ce ratio. Et c'est donc après c'est difficile sans éléments chiffrés, mais c'est là-dessus qu'on va pouvoir calculer votre taux. C'est ce ratio charge sur revenu. Merci Marjorie. Quels sont les motifs les plus fréquents de refus de garantie par Crédit Logement? Philippe. Taux d'effort. Aujourd'hui, les deux motifs principaux, ils sont plutôt évidents, c'est plutôt l'apport et la marge. Alors l'apport et la marge, c'est le manque d'apport. C'est par exemple un dossier où on va vous demander 110%, c'est-à-dire quand je dis 110%, on va parler de loan to value de LTV, où on va dire que ce sera du surfinancement. Au moment de l'acquisition, l'emprunteur ne possède pas forcément de patrimoine de par ailleurs. C'est une première acquisition et dans ce cas-là, on n'a absolument aucun apport et c'est un des motifs principaux. Ensuite, un des premiers motifs, c'est aussi l'endettement. Si on a des endettements très élevés, c'est l'un des deux motifs principaux. Alors là, c'est sur des motifs importants. Après, il y a d'autres motifs. Ça peut être par exemple, souvent une question qui est posée à Crédit Logement, c'est sur les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on demande une ancienneté professionnelle de 5 ans, sur laquelle on demande certains éléments. Et si évidemment vous avez un chef d'entreprise qui vient de créer son entreprise il y a seulement 1 an, en général, il y a de fortes chances qu'on refuse pour ancienneté professionnelle. C'est un exemple. Après, il y a d'autres motifs. Mais il y a surtout beaucoup de motifs d'accord. Autre question. Bonjour. Si nous avons de la souplesse pour rembourser des mensualités, est-il préférable d'avoir un crédit long sur 20 ans en remboursant de petits montants ou de rembourser le plus vite possible, ou de rembourser le plus vite possible, pardon. On n'a pas bien entendu. Ok, je repose la question. Si nous avons de la souplesse pour rembourser des mensualités, est-il préférable d'avoir un crédit long sur 20 ans en remboursant de petits montants ou de rembourser le plus vite possible? Ouais, alors, je ne peux pas répondre, mais je crois que c'est plus un choix personnel. En fait. Oui, voilà, ça dépend de la sensibilité. Voilà, ça dépend de la sensibilité. Si on a la capacité d'emprunter et que, en effet, en termes de, on parle de taux d'effort, honnêtement, on a la capacité d'emprunter sur plus court terme ou plus long terme. Après, c'est plutôt un choix si on regarde, vous souhaitez avoir un peu plus de reste à vivre ou si on souhaite amortir plus rapidement le prêt. Et puis garder de la souplesse pour d'autres projets également. Tout à fait. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Donc là, et du niveau de vie souhaité, quoi. Exactement. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de taux d'effort. Il y a cette notion de reste à vivre qui est aussi, qui fait pas partie des critères du HCSF que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais le reste à vivre, c'est quelque chose, c'est vraiment, comment dire, c'est pas quantifiable en soi, mais c'est propre à chacun et ça va être un élément important dans le dossier pour savoir finalement avec de quoi les gens ont-ils besoin pour vivre à leur façon et à leur rythme. Ok, merci. Autre question, l'assurance emprunteur est-elle obligatoire? Alors, oui, elle est obligatoire. Et dans le cadre d'une acquisition pour la résidence principale, certaines garanties sont nécessaires. Donc, bien entendu, le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, mais l'incapacité de travail, l'invalidité. Ce sont les 4 garanties obligatoires pour pouvoir vous financer. Et donc, en termes de quotité d'assurance, quand il y a plusieurs emprunteurs, l'objectif, c'est vraiment que le prêt soit couvert à minima à 100%. Après, en fonction des revenus de l'emprunteur et du emprunteur, on ajuste justement pour que, en cas d'aléa, l'autre emprunteur ne soit pas défavorisé par rapport à l'autre. Mais voilà, l'objectif, c'est de couvrir le prêt à 100%. Donc après, on peut faire, voilà, selon les souhaits des clients, du 50-50, du 70-30. On peut même aller au-delà de 100%, faire du 80-40. 200% maxi. Ok. Autre question. Pour constituer un plus gros patrimoine à long terme, faut-il prioriser l'investissement locatif dans un premier temps, puis ensuite l'achat de la résidence principale afin d'avoir une plus grande marge de manœuvre, plutôt que l'inverse, surtout si on a des revenus limités, ou acheter seul? Ou acheter seul. Ouais, Voilà, pareil, ça dépend vraiment, je pense, du souhait du client.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le fait de partir sur un investissement locatif, ça va forcément réduire la capacité d'emprunt lorsque l'emprunteur va vouloir se lancer sur un projet de résidence principale. Donc c'est surtout la question de se poser, est-ce que j'ai envie d'être propriétaire de ma résidence principale, oui ou non? Mais après, ça dépend vraiment du projet de vie du client, hein, je dirais. Ok. Je vous propose de prendre une dernière question. Ça vous va? Le plateau? Je vous demande quand même. Nous sommes en concubinage et nous voulons acheter notre résidence principale ensemble. Notre dossier sera-t-il meilleur si nous sommes mariés? Alors, surtout, vous ne mariez pas pour ça. Mais alors non, votre dossier ne sera pas meilleur. Et d'ailleurs, Philippe, par rapport à Crédit Logement, c'est pas un critère de sélection pour la garantie, je pense pas. Non, on finance autant les couples mariés que les couples non mariés, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il faut faire attention à un point, c'est que quand vous êtes en concubinage, vous allez acheter en indivision et faute d'indication, vous allez être réputé propriétaire à 50-50. Donc là, attention, si vous avez des apports différents, par exemple, si l'un de vous a reçu une donation, par exemple, et son apport est beaucoup plus important que celui de son concubin, il va falloir bien le préciser au notaire et que la traçabilité des apports personnels de chacun soit faite. Il y a des quotes-parts d'acquisition qui doivent être fixés. Ça fixe le droit de propriété de chacun sur le bien et ça fixera aussi les règles du jeu en cas de revente et surtout de séparation. Donc c'est très important de bien tout tracer dès l'acquisition pour éviter les mauvaises surprises si jamais. Ok, merci Marjorie. Et en complément, si la question était posée dans le sens du risque, je pense que si on pose la question, alors malheureusement on est tous en distanciel, mais si tout le monde était présent dans la salle, et je demanderais à chacun de lever le doigt pour savoir si pour eux, qu'est-ce qui est le plus risqué entre un couple marié, un couple non marié ou un célibataire, eh bien, je pense que dans la salle, tout le monde serait divisé et partagé. Ce qui montre que finalement, on a tous notre propre ressentiment sur la notion du risque, qu'est-ce qui est plus ou moins risqué pour la banque ou pour soi-même, ce qui n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, les banques comme Crédit Logement utilisent des systèmes de scoring qui vont évaluer plus ou moins le risque. Et par exemple, si on prend un historique uniquement pour ce cas précis, entre les couples mariés et les couples non mariés, on sait que historiquement, aujourd'hui, en termes de statistiques, et c'est pas un jugement, c'est uniquement statistique, aujourd'hui, les couples non mariés sont un peu moins risqués que les couples mariés, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Merci Philippe. Donc merci pour toutes ces questions. Donc soyez rassurés, hein, si votre question n'a pas été posée, vous serez recontacté directement pour éclairer votre lanterne. Nous allons lancer notre sondage habituel. Votre avis nous intéresse. C'est parti, je lance le sondage. Merci par avance pour vos retours. C'est parti. Vous le voyez ou pas? J'ai l'impression que ça... Non. Alors attendez, peut-être un petit souci technique, je le relance. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon. Allez-y, je compte sur vous. Merci beaucoup. Ok, c'est parti. Déjà 50% de vote. Ça grimpe, ça grimpe. Et donc, un replay sera disponible et vous sera envoyé à tous les inscrits, aux personnes qui ont pu assister à ce webinaire et aux personnes absentes. Donc, ok, on laisse encore une dizaine de secondes. Donc, avec des retours très positifs. Hein. Ok, je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Donc avec 89% des participants étaient très intéressés pour la thématique. Donc on en est ravis. J'arrête le partage des résultats. Je rends la parole au plateau et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne journée, à très bientôt. Oui, alors n'hésitez pas à prendre du coup rendez-vous dans vos agences CIC de proximité
Je pense à la personne qui me demandait tout à l'heure pour le taux d'effort. Voilà, on peut bien évidemment le calculer selon vos revenus et charges et ce sera beaucoup plus précis. En tout cas, on espère que ce webinaire vous a plu, que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair, que ça va aiguiser votre appétit pour l'accession à la propriété. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous et merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.